bienvenue donc madame et monsieur au 20h. Le régime donc en place a donc mis un mécanisme ce jour pour donc renverser comme tout le monde madame et monsieur au Cameroun. Nous proposons les meilleures solutions, ne rejetez donc pas cela. Félon qui frappe donc fort que le régime donc du RDPC est renversé. Ok, c'est bon. Solution qui a donc été mise sur pied pour donc écarter donc comme toute la présidentielle dans l'octobre. Qu'est-ce qui se passe donc en ce jour lors de ce procès ce jeudi? La souveraineté, ça se gagne, ça se conquiert. Lorsque les gens arment des troupes de malfrats, des terroristes dans votre pays, ça a été prouvé ça a été documenté même. Vous regardez ce qui se passe au Niger, tout ça, c'est pourquoi on les a chassés tous. Parce qu'en fait, c'est eux, depuis que, documenté ou pas, on sait quand même depuis la mort de Kadhafi, depuis la destruction de la Libye, c'est toute cette vague est descendue au Cameroun. Donc ne croyez pas que, bon, là on va accuser Paul Biya, il a laissé le pays à l'abandon. Ça c'est vrai. Mais il y a un problème fondamental. Pour conquérir ce pays, les puissances étrangères, les forces néocoloniales arment les terroristes. Et ils créent des situations de tension et de brigandage dans tout le pays pour pouvoir mieux assurer, pour pouvoir même contraindre le pouvoir à mieux mater les populations. Non, nous sommes tenus en tenaille entre des forces exogènes qui nous envahissent et qui donnent tous ces moyens. C'est vrai qu'il y a des Camerounais dedans qui font n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire encore au Cameroun? C'est une situation de délabrement, de désagrégation généralisée de l'État. C'est un État impuissant finalement et qui montre clairement que c'est un gouvernement qui montre que voilà, il n'est plus à la hauteur d'assurer la sécurité de ses concitoyens. Moi je suis très peiné parce que j'ai appris que il y a 5 enfants d'une même famille qui ont été enlevés. Et cette maman qui s'est dénudée devant une agence, c'est quand même des choses absolument incroyables. Mais vous savez, je suis dans la cité, la capitale économique depuis, on va dire, 2 jours. Et j'ai eu l'occasion de circuler, de sillonner un tout petit peu avec beaucoup de peine évidemment les rues de Douala. Mais je suis absolument scandalisé. Je suis profondément outré par ce que je vois. Vous avez fait un tour à la pénétrante ouest de Douala? Mais de ce côté, alors la pénétrante ouest, je la connais bien parce que je l'ai pratiquée il y a moins de 2 mois, lorsque je me rendais du côté de Mbanga, pour le mariage d'un de mes neveux. Je peux vous assurer que ce que me révélait un de mes beaux-pères encore hier, c'est ce que moi-même j'avais vécu, parce que lui il me dit qu'il a fait 5 heures de temps. Pour rentrer dans la ville de Douala. Juste, j'ai dans l'axe de Bekoko là. Oui, Bekoko. Voilà, c'est-à-dire que nous on avait vécu ça, on n'a peut-être pas fait 5 heures, mais c'était pas loin de 3 heures de temps. Alors même qu'on était dans un véhicule privé, on s'était organisé pour essayer de passer à un moment où il y a moins de véhicules. Donc, c'est une situation vraiment dans laquelle je me dis, mais comment ces populations de Douala font pour vivre dans un environnement comme ça? Comment fait-on pour vivre? C'est différent à Yaoundé? Yaoundé, c'est pas très reluisant non plus, mais c'est pas aussi grave qu'à Douala quand même, il faut bien le dire. Je crois que la situation à Yaoundé et dans beaucoup d'autres villes du Cameroun n'est pas très bonne. Les infrastructures routières sont catastrophiques. De Ngaoundéré à Kousséri, c'est une catastrophe absolue. Et donc, vous ne pouvez pas avoir un pays qui vit essentiellement des revenus qui sont générés par la capitale économique qui s'appelle Douala. Parce que quand Douala est bloqué, paralysé à ce point, c'est tout le Cameroun qui est en peine. Donc la vie économique du pays tout entière est effectivement en grande difficulté. Donc vraiment, je crois que ce qui s'est passé dans le Grand Nord, avec ces enlèvements, qui vont évidemment connaître une plus grande recrudescence, ça c'est clair. Et ce qui se passe dans la plupart de nos cités est quelque chose qui moi me préoccupe beaucoup et que j'avais déjà évidemment beaucoup exposé dans mon dernier ouvrage qui s'appelle Le miracle camerounais, où je montre clairement que on ne peut pas rien faire dans un pays qui n'a pas d'infrastructure. Les infrastructures de notre pays sont complètement par terre, comme on dit au quartier. Et j'ai le sentiment d'ailleurs que le relèvement des infrastructures est quelque chose, Marie-Flore Amassana, qui n'est
que ce pouvoir ne peut plus réaliser. En fait, nous sommes en présence d'un pouvoir qui a montré qu'il est inapte. Il est ontologiquement inapte à produire le progrès, le développement. Il n'a pas l'ingénierie politique nécessaire pour relever ce pays du point de vue des infrastructures publiques, les routes, etc. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient et j'ai peur que les jours à venir ne soient plus sombres. Docteur Fridolin, vous avez écrit sur les traumatismes des populations du Cameroun en général, et particulièrement du Nord. Comment ces attaques répétées façonnent-elles le quotidien et même la psychologie collective dans cette région ou dans cette partie du Cameroun? Allez Fleur, je suis vraiment triste. C'est triste et bon, on dit vraiment courage et beaucoup de soutien moral, soutien sentimental par rapport à aux familles qui sont si traumatisées, parce que c'est des traumatismes qui ne quittent plus. Hein. Parce que même les enfants, quand advenant même qu'on les récupère, parfois c'est des loques humaines. Donc je dis vraiment courage à la famille. Vous savez, le Cameroun est défiguré. Le Cameroun est défiguré à l'image de son président et son projet de renouveau. Tout ça c'est défiguré, en fait tout ça c'est balafré. Donc rien ne nous surprend. Je dois quand même avouer que le phénomène de coupure de route et d'enlèvement a connu pendant les dernières années un petit répit. Et je pense que les forces de maintien de l'ordre, surtout le BI, ils avaient fait un travail extraordinaire d'élimination même de ces gens. Et c'est le moment de leur tirer le chapeau et de leur dire le travail n'est pas fini. Il faut les éliminer complètement. Oublier les histoires de gloire de l'homme et autres. Mais est-ce qu'on doit les arrêter? Ces personnes peuvent être arrêtées. Oui, et donc les arrêter, on les fait disparaître. Non, pas forcément. Parce qu'en fait, écoutez, vous savez les dégâts qu'ils font, ces gens-là. Mais être interpellé déjà, c'est non, un fait. On ne va pas aller au-delà, justement, pour demander ce qui va à l'encontre des droits de l'homme. On sait que le Cameroun ont été formés pour les neutraliser sans toutefois... Bon, je vais dire que respecter les droits de l'homme, mais dans les cimetières. Non, peut-être pas. Bon, parce qu'en fait, vous parlez des droits de l'homme lorsque le pays... Le Cameroun a quand même ratifié plusieurs accords. Non seulement... laissez les choses de blanc là. Le pays, nous sommes dans une situation... Juste que nous sommes sur une antenne, docteur Fridolin-Ke, et on ne peut pas se permettre justement de laisser passer ce genre de... On vous comprend parfaitement, c'est-à-dire que ces personnes devraient être interpellées, comme on avait vu notamment il y a quelques années dans la région de l'Adamawa, ou dans la région du Nord, où sévissaient justement je vais aller au-delà de ces enlèvements. Je vais aller au-delà de ce que vous dites là. Il faut résoudre les problèmes en amont. Qui finance ces gens-là? C'est les mêmes gens qui vous parlent des droits de l'homme. Mais soyez, la souveraineté, ça se gagne, ça se conquiert. Lorsque les gens arment des troupes de malfrats, des terroristes dans votre pays, ça a été prouvé ça a été documenté même. Vous regardez ce qui se passe au Niger et tout ça, c'est pourquoi on les a chassés tous. Parce qu'en fait, c'est eux, depuis que, documenté ou pas, on sait quand même depuis la mort de Kadhafi, depuis la destruction de la Libye, c'est toute cette vague est descendue au Cameroun. Donc ne croyez pas que, bon, là on va accuser Paul Biya, il a laissé le pays à l'abandon. Ça c'est vrai. Mais il y a un problème fondamental. Pour conquérir ce pays, les puissances étrangères, les forces néocoloniales arment les terroristes. Et ils créent des situations de tension et de brigandage dans tout le pays pour pouvoir mieux assurer, pour pouvoir même contraindre le pouvoir à mieux mater les populations. Nous sommes tenus en tenaille entre des forces exogènes qui nous envahissent et qui donnent tous ces moyens. C'est vrai qu'il y a des Camerounais dedans qui font n'importe quoi. Vous avez vu, lorsque le BI a tapé du poing sur la planche, on a éliminé un bon nombre. Ce n'est pas que c'est une histoire de droit de l'homme, c'est aussi le droit de l'homme des gens qui sont les nôtres, les victimes. Pourquoi on ne défend pas le droit de l'homme des victimes? Moi j'ai dit, pour défendre les droits de l'homme des victimes, on ne doit pas tenir compte de cette rhétorique occidentale qui nous a servi. Parce que c'est à cause de qu'on se retrouve dans tous ces problèmes-là. Regardez ce qui se passe au Tchad, dans tous les pays, même au Nigeria. Il s'est documenté que c'est financé. Des largages de munitions dans les... On voit les vidéos, tout ça. Donc, qu'on ne se voile pas la face. On doit dire à nos militaires que lorsque vous êtes en train de... Bon, c'est vrai qu'il y a des dérapages. On a vu des scènes horribles lorsqu'on parlait de la guerre
Boko Haram, où on tirait sur les enfants, les femmes majeures. Ça, c'est le dérapage. Ça, c'est le dérapage qui ne devrait même pas arriver. C'est pourquoi je dis souvent quand la police lorsque les policiers ne peuvent pas suivre les ordres, lorsque les soldats ne peuvent pas suivre les ordres, ça c'est ce qu'on appelle les droits de l'homme, c'est-à-dire le droit même de la guerre. Selon nos correspondants, Dr Fridolin-Qué, selon nos correspondants, Michael Dopas, si on s'en tient aux rescapés justement de cet enlèvement, de ce kidnapping-là, les ravisseurs ne parlaient pas arabe. Il fallait français. Et français. Contraire à l'ancien mode opératoire de Boko Haram. Est-ce qu'à ce moment, on peut se dire Boko Haram s'est divisé, a créé des sous-Boko Haram, ou alors il s'agit de bandes armées juste qui profitent de l'état de cette route-là délabrée pour agresser les passagers, les Camerounais? On ne peut pas déterminer définitivement qui est l'auteur de quoi. On ne peut pas déterminer seulement sur la base de la langue. Il y a après les langues, il y a aussi une mutation de l'économie du terrorisme. En fait, tout ça c'est du terrorisme. Tout ça. Donc, je vous ai dit, on a éliminé un bon nombre. On a mis hors d'état de nuire un ensemble d'acteurs qui créent conflictogènes. Alors là maintenant, ce qui se passe là, c'est la recrudescence, la renaissance d'un phénomène qui avait un peu été mis à l'écart. Donc, la responsabilité des locaux est là. Mais la plupart du temps, ceux qui ont la technique, la technologie de l'enlèvement, ils ne sont pas nécessairement ceux de là. Donc, les meneurs, comment on appelle ça, ceux qui financent, hein, ça c'est juste les acteurs opérationnels. Nous avons toute une industrie du terrorisme, toute une industrie des enlèvements qu'il faut neutraliser. Et je vous dis, à ce niveau-là, lorsque on veut faire vraiment fonctionner les choses, on doit apporter toute l'énergie et la force pour frapper. L'État doit être fort. Malheureusement, l'État est totalement démembré, défiguré, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut donc au moins au niveau de l'armée, qui a la responsabilité première de protéger les frontières, parce que ça, c'est une attaque contre notre pays. Vous voyez seulement les trucs sectoriels, la route a fait ceci. Non, c'est toute une machination qui est ourdie même depuis l'étranger pour démanteler le pays. Et pour le rendre ingouvernable, non seulement le gouvernement ne gouverne pas, mais il faut encore ajouter parce que... Vous voulez faire un rapprochement avec la présidentielle? Oui, tout ça c'est compris. Vous savez que je suis horriblement opposé au régime en place. Mais on ne doit pas faire l'économie de ceux qui se crament. Parce que la France, il faut pointer du doigt ce qui se passe. La France a tellement peur de perdre le Cameroun que tout est mis en même s'ils ne sont pas directement impliqués dans ça, mais tout l'environnement qu'ils ont créé fait en sorte qu'en Afrique de l'Ouest, au Sahara, au Sahel, fait en sorte que tout ça, ils savaient que les répercussions vont se faire. Et comme l'armée, le gouvernement en place ne comprend pas qu'il faut mettre un terme à la guerre aux Nozo, parce que ça profite aux gens qui sont au pouvoir, aux généraux et tout cela. Donc, alors on doit une dispersion d'énergie. Et ils savent qu'à partir de là, puisque c'est eux qui ne veulent pas aussi la résolution du problème du Nozo, tout ça c'est un ensemble, les gars. Ne regardez pas les prix. C'est terrible ce qui se passe, mais on n'a pas le choix. Il faut seulement dire à l'armée d'agir dur et de ne pas mettre un peu sous le teignoir cette histoire de droits de l'homme. D'ailleurs, le gouvernement, non. Sinon, une source que nous avons pu avoir de ce côté, professeur Olivier Billet, évoque une enquête qui est en cours. Mais vous avez écouté attentivement le docteur Fridolin-Qué qui revient un tout petit peu sur cette guerre, même les fondements de cette guerre de Boko Haram. Oui. Mais on se rappelle aussi de cette sortie du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Kavaïege Djibril, qui avait dit Boko Haram est parmi nous. Est-ce qu'aujourd'hui, des années plus tard, on devrait faire un rapprochement entre ce qu'avait dit l'honorable Kavaïege et ce qu'on vit sur l'axe Moura-Kousseri? Alors écoutez, moi je crois que c'est quand même des phénomènes très complexes. Hein. Je ne serais pas aussi péremptoire que le docteur Fridolin-Qué sur les sources de ce mal. Moi j'aurais plutôt le sentiment que, au fond, parce que quand le président de l'Assemblée nationale dit que Boko Haram est parmi nous,
Moi, j'avais compris ça, sous l'angle selon lequel, au fond, c'était pour dire qu'au fond, il y a des complicités en interne. En interne, voilà, et qu'il ne fallait pas chercher les auteurs de ces méfaits là où ils ne sont pas, mais qui sont véritablement dans la société camerounaise, en réalité. Donc, moi, je crois que, vous savez, il y a très simplement des facteurs qui sont de nature à alimenter ce type de délinquance et de banditisme, on va dire, dans nos zones rurales. C'est très clairement la situation de délabrement de ces espaces-là. Quand vous visitez l'extrême nord du Cameroun, vous voyez bien un environnement de dénuement absolu. Dénuement, je dis bien dénuement absolu. C'est-à-dire que une jeunesse qui est à l'abandon le plus total, évidemment, il y a là un terreau fertile, très clairement, pour nourrir cette industrie, cette économie des enlèvements et des rapts. Parce qu'effectivement, c'est sans doute une manière relativement facile de se faire de l'argent rapidement. C'est d'ailleurs pas nouveau, je dis que les enlèvements sont récurrents là-bas. Donc il y a peut-être des opérations plus spectaculaires qui sont menées où on a des volumes, des nombres plus importants de personnes qu'on enlève, mais très régulièrement on vous dit qu'il y a tel individu qui a été enlevé, pour qui on demande 1 million, on demande ceci, etc. Donc au fond, je crois que c'est sans doute très, très prosaïquement une réalité qui est liée au fait que et c'est là que je veux ajouter au propos du docteur Fridolin un élément essentiel qui réside dans je dirais, l'indigence de la gouvernance au Cameroun. Le niveau d'indigence que nous avons dans notre gouvernance est tel que l'aménagement du territoire n'est pas réalisé. Les gens sont dans le taux de sous-emploi, le taux de chômage dans cette zone est absolument exponentiel. Ça fait donc oui, qu'on le veuille ou non, il y a fatalement des choses comme ça qui vont se passer. Et concrètement, quelles mesures urgentes préconisez-vous, par exemple? Peut-être qu'avant les mesures, je veux dire que même ici, je veux dire dans nos cités, plus proches de nous ici, Douala, Yaoundé, on nous parle des microbes. Oui. Ces phénomènes-là, c'est quoi? C'est aussi, sans doute, le fait qu'on ait une jeunesse, qui est considérablement en désœuvrement, qui n'est pas occupée. Parce que quand les gens sont occupés, on a des tonnes et des tas de jeunes qui devraient être dans des grandes plantations, qui devraient être dans des structures industrielles, dans des usines, etc. Mais faute d'avoir permis au Cameroun de basculer vers un système de nation industrielle où les usines existent partout, sur l'ensemble du territoire où les jeunes sont occupés, comme on a pu le voir ailleurs, eh bien, on ne peut que finir dans ce genre de... Je ne viens pas là pour justifier la délinquance urbaine et rurale, mais je dis simplement que quand vous le voulez, la nature a horreur du vide, en fait. Et qu'on le veuille ou non, nécessairement, quand les gens ne sont pas occupés, eh bien, ils vont trouver des moyens ou d'autres pour pouvoir... Alors, maintenant, quand j'ai dit ça... vous me posez la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour juguler cela. Mais c'est une question bien difficile, Marie-Flora Massana. Docteur Fridolin Nké, les transporteurs menacent de suspendre leurs activités sur ce tronçon-là, sur cette nationale numéro 3. En tant qu'intellectuel, pensez-vous que la société civile ou même encore les élites locales ont la possibilité ou jouent assez leur rôle pour peser sur des décisions sécuritaires? Non, ils n'ont aucun rôle, puisqu'ils sont en permanence instrumentalisés. Et je suis d'accord avec le professeur Olivier Billet, parce qu'en fait, le professeur Olivier Billet a raison. C'est-à-dire que, et ça, on se rejoint quelque part. C'est-à-dire que, je dis, au fond, il y a cette... ce n'est même plus la malgouvernance, c'est vraiment l'abandon. C'est-à-dire que les gens sont occupés à jouir. Donc ils ne gouvernent pas, ils n'ont même pas de préoccupations. Des préoccupations, les gens ne les intéressent pas. C'est l'ange du chaos. J'ai résumé vraiment la dynamique et ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que tout ce qu'on vit là, c'est les conséquences. Vous voyez, quand on parlait d'élite, l'élite, on pensait que l'élite, vraiment c'est les gens, c'est l'intellectuel, c'est quelqu'un qui, dans le temps, quand on voit l'élite au village, c'est-à-dire on voit le médecin, on voit l'instituteur, mais l'élite c'est quoi maintenant? C'est maintenant les gens fabriqués par le décret. C'est-à-dire que les gens qui sont totalement efféminés.
Donc, c'est les gens qui... Bon, quand je dis ça, je deviens... C'est mieux de repréciser vos pensées, docteur Fridolin-Qué. Bon, alors, parfois aussi, en voulant repréciser, on aggrave. Donc, je préfère laisser comme ça. Mais ce n'est pas dans le sens premier du terme, en tout cas. C'est dans tous les sens. Alors, je voulais dire quelque chose de fondamental. Donc, à partir de là, il n'y a pas l'énergie pour... Parce que l'élite, c'est la direction. Merci. C'est la direction. Lorsque nous sommes dans un pays où le pouvoir a pour plus grand mérite, c'est la déconstruction des personnalités. Et qu'est-ce que vous voulez au fond? C'est-à-dire l'ADN de ce pouvoir, c'est supprimer l'élite méritante pour créer pas des cooptations, pas des assujettissements, pas des dotations, pas des petits trucs, des sous-hommes en fait. Que voulez-vous que quand on parle de la société civile, lorsque on veut se déployer sur le terrain, on enlève tout ce qui peut constituer une source, une force alternative de proposition. On la réduit à une simple expression d'un vouloir vide du pouvoir. Donc, c'est ça aussi. Lorsque les gens menacent d'aller sur le terrain, de faire grève, mais vous allez voir toute la force. C'est là où la force du pouvoir se met en branle. Pour maintenant faire quoi? Pour menacer, pour terroriser, pour corrompre. Vous allez voir. Maintenant on les appelle chaque jour. Ils sont préoccupés par ça. C'est-à-dire il faut, en fait, c'est un pilotage automatique. Donc, il faut que des acteurs comme ceux-là, les transporteurs, fassent entendre leur voix de manière forte. Il faut que les populations qui sont victimes de cela, que les gens n'entendent pas ce que nous aurons parlé. On parle, oui, vraiment, docteur, vraiment, est-ce que vous pouvez soumettre nos problèmes? Je suis là pour soumettre vos problèmes. Défendez-vous. Mais vous ne pouvez pas enlever les femmes. Vous pouvez être la voix des sans-voix, oui, docteur Fridolin-Qué. C'est ce que je fais, mais je les enjoins aussi de faire le leur. Ouais. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Vous ne pouvez pas attendre seulement les transporteurs à faire grève. Mais vous devez vous mobiliser dans tout ce grand nord pour dire que... Et c'est ça. C'est valable aussi pour la pénétrante ouest? Oui, tout le monde doit... Le Cameroun doit être un grand foyer de revendications. Ce pays doit être un grand foyer de revendications. Même en période sensible comme celle il n'y a pas de période avec la sensible. présidentielle. Non, il n'y a pas de période sensible. Ça dit que c'est une inoculation de la peur aux gens. Et la présidentielle, c'est quoi? On sait déjà ce qu'ils vont faire, on sait déjà tout ça. Mais tout le monde doit revendiquer avec force. On ne peut pas enlever 5 membres de la famille. Et les gens sont là pour dire que et les gens sont là, ils croient que c'est une affaire des autres. Non, toutes les populations doivent se mobiliser. On va vous raconter que non, c'est l'appel à l'insurrection, ceux qui ont mis dans la constitution là. La constitution, on doit changer tout ça. En fait, le pays qui va arriver, on va revoir toutes ces machinations qu'ils ont fait, les élites, les machins. On doit revoir. En fait, il faut qu'on réapprenne à parler. Nous reparlerons justement de la présidentielle. Inévitablement. Il a dit il faut réapprendre à parler. Olivier Billet, qui reparle. Enfin, on lira bien sûr sa sortie. Projet de l'ATP, l'Alliance pour la transition politique, avait rencontré un grand intérêt au sein de l'opinion. Puis, plus rien, silence radio pratiquement. Que s'est-il passé ? Écoutez, je crois que les Camerounais savent ce qui s'est passé d'une manière générale, mais à titre en guise de résumé rapide, oui. Je dirais simplement que j'ai repris la parole parce que je m'étais imposé un silence pendant un certain temps et j'ai vu évidemment le désarroi qui habite les Camerounais. Beaucoup m'ont d'ailleurs demandé de m'exprimer. Et il m'a semblé important de le faire. Alors, donc, s'agissant de l'Alliance pour une transition pacifique, politique et pacifique, ATP, Marie-Flora Massana, le projet initié en janvier 2024, qui avait agrégé déjà près d'une vingtaine d'organisations politiques et de la société civile, est un projet qui avait été pensé avec l'idée que nous puissions présenter aux Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, comment on va dire ça, un projet et un candidat unique en mesure de pouvoir, je dirais, mobiliser une certaine légitimité populaire, une grande légitimité populaire.
Parce que, et sur tous les plans, l'enjeu ici était de bien comprendre, tirer le leçon des échecs antérieurs. C'est bien la raison pour laquelle j'avais estimé qu'il fallait commencer cette affaire un peu tôt. Docteur Fridolin qui est là, on devait d'ailleurs se voir aussi par rapport à ce projet. C'est une des figures de la société civile qui était pressentie aussi. Donc, ce travail avait donc commencé avec l'idée que faisons tout pour montrer un visage le plus large possible du Cameroun, avec un maximum de visages du Cameroun. Et c'est bien la raison pour laquelle j'étais venu ici à Douala pour rencontrer tous les gens dont on parle aujourd'hui, dont on parlait encore récemment. Je les avais tous approchés. Anissé Kane, Sambaka, Elimbi Lobe, Henriette Ekwe, Djekam Tchamen, tout ce monde-là, je les avais tous approchés. Certains sont venus, évidemment, avaient adhéré à ce projet, vous les connaissez. D'autres, évidemment, n'avaient pas manifesté leur adhésion. Bon, ils avaient peut-être d'autres plans. On voit bien à quel point est-ce que la logique du Yango aujourd'hui est devenue généralisée dans notre espace politique. Il faut bien dire que quand moi j'analyse avec la distance, je réalise qu'en fait il y a des acteurs politiques qui étaient dans le projet de yangoiser leur investiture. Maintenant que les choses ont évolué comme elles ont évolué, il faut simplement dire une chose. C'est que l'ATP, véritablement, si vous voulez, les leçons que je tire de cette expérience, c'est simplement qu'au fond, et comme le disait quelqu'un ici tout à l'heure, nous sommes malheureux de ne pas avoir au Cameroun des hommes de principe. Des hommes de principe capables de d'être fidèles à la parole donnée, d'être fidèles à un projet commun, et d'être fidèles à l'idée que c'est un véritable substrat de démocratie qui peut véritablement sauver notre scène politique. Parce que nous avons proposé, par exemple, l'idée d'une primaire ouverte et digitale. Oui. Comme mécanisme de sélection. Parce qu'évidemment, vous voyez, les gens se battent actuellement, on dit coalition par-ci, coalition par-là. Pour trouver un candidat, c'est jamais facile. Mais la démocratie moderne a dégagé un principe fondamental qui est que dans tous les pays sérieux du monde, lorsqu'on est coincé parce qu'il y a beaucoup de candidats, il faut passer par une primaire. Et nous avons émis l'idée d'une primaire ouverte et digitale et nous avons vu que les gens beaucoup ont commencé à se désolidariser du projet. Voilà là où les choses ont véritablement commencé. Je ne vais peut-être pas citer de noms ici, parce que les gens, si je cite des noms, ils vont dire que j'ai plombé leur candidature à la présidentielle en citant leur nom. Mais je crois que les Camerounais savent. Mais vous parlez également, professeur Olivier Villet, d'un système politique et institutionnel qui reste verrouillé. Est-ce que ça a un rapport avec les personnes ou les candidats, les potentiels candidats que vous avez rencontrés? Non, le caractère verrouillé du système politique et institutionnel auquel je fais allusion renvoie tout simplement à l'organisation générale de notre pays, à la structure de l'État camerounais. Je parle là du système qui nous régit. Oui. C'est l'État tel qu'il est. C'est-à-dire que quand vous avez un État dans lequel à la fois toutes les institutions sont orchestrées, les lois sont mises en mouvement pour être au service d'une seule et unique officine politique qui est au pouvoir, dans ce pouvoir néocolonial auquel faisait allusion le docteur Fridolin qui est tout à l'heure, ça ne peut produire que le chaos auquel il fait allusion. Donc, pour moi, je dis simplement aux gens que, et c'était ça l'intuition de l'ATP, c'est-à-dire que, humainement parlant, il n'est pas possible de vaincre un régime comme celui-là. Humainement parlant, c'est pas possible. Il n'existe d'ailleurs dans l'Afrique francophone aucun pays qui a jamais pu gagner, je veux dire aucune formation politique, ni aucun groupe politique qui a jamais gagné une élection face à un président sortant. Ça n'existe pas en Afrique francophone. C'est verrouillé, c'est cadenassé par des mécanismes qui ont été mis sur pied en lien avec des conseillers français au Cameroun. Et donc, c'est ça le problème du verrou qui prévaut chez nous et qui fait que nous avons des élections à répétition pendant des décennies. Depuis 92, moi je suis engagé dans l'élection présidentielle depuis 97 où j'ai accompagné Hubert Kamgang. 97, j'ai accompagné en 2004. J'étais moi-même candidat en 2011. Donc je sais ce que c'est. Donc ce verrou-là, il est lié à la nature de notre État. Oui. État néocolonial, système
électoraux établis avec l'appui de conseillers français. Et vous voyez bien que dans un environnement comme celui-là, où toutes les institutions d'un État, où toutes les forces vives d'un État se mettent au service, de manière servile, d'un régime et d'une organisation politique, vous ne pouvez pas. Vous pouvez même, je veux dire, si par extraordinaire même les chiffres vous donnaient l'avantage, ces chiffres. Today, he has declared himself a candidate for the upcoming colonial presidential elections in Cameroon. In the last 3 months, no one has seen Paul Biya. He declared his candidacy on social media. How do you know it is Paul Biya who sent out the post or the tweets? How do you know? How do you know? Where in the world have you seen a presidential candidate making such pronouncements without showing their face on their national media? It's never been seen before. How do the people of Cameroon know that Mr. Biya is still alive? When he called for the presidential election without showing his face, he declared himself as a candidate without showing his face. Recently, a group of cowards who call themselves colonial fonds and colonial chiefs, they left the southwest of Ambazonia and they left the northwest of Ambazonia. They traveled all the way to the colonial capital of Cameroon to endorse Paul Biya as their candidate, to show their support for Mr. Biya's candidacy. They went to Yaoundé. These are men and women called royals, fonds and chiefs, the most powerful men and women in Ambazonian society. Left Ambazonia, traveled to Yaoundé to endorse Mr. Biya. When they got to Yaoundé, when they got to the Unity Palace or the Presidential Palace, there was no Mr. Biya. There was Ngongo. Ngongo took the statue of Paul Biya, placed it in front of these royals. So, these Ambazonian, the most powerful men and women, they got to Yaoundé, endorsing the statue of Mr. Biya, a statue that has become the candidate. The statue of Mr. Biya is now the candidate. The terrorist colonial mayor of Bamenda, who lives in a bunker, Achobang, Mr. Paul Achobang,
went to Yaoundé. There was no Mr. Biya. He met Ngongo to deceive and manipulate the people that he went to the Unity Palace. He stood beside a banner to issue statements of propaganda. Just listen and watch. No profit in chaos. Absolutely no profit in chaos. Bamenda people, I speak to you now from the Unity Palace that these elections, we will go in as one man, come out victoriously as one people, and all the developmental projects that our head of state has promised for us, we'll see them real. This is the colonial mayor appointed by Mr. Biya, part of the colonial cartel, part of the occupation administration cartel. The people responsible for the genocide in Ambazonia. The perpetrators of crimes against humanity, of war crimes, those that have razed down Ambazonian villages and communities. Because the colonial elections are 2 months away. It's coming to tell the people that chaos has no profit. Those that engineer chaos, design the chaos, launch the war against the Ambazonian people. Those that have burned down communities. Those that are orchestrating the chaos in Ambazonia are now acknowledging that there's no profit in chaos. Why did he not take a photo with Mr. Biya? Why did he not show us a video with him and Mr. Biya? Why is he standing beside a banner? Where is Mr. Biya? Where is the presidential candidate for the CPDM Colonial Party? Where is the man who declared war on the Ambazonian people? Where is the man who has committed war crimes? Where is the man who gave orders for 2,000 Ambazonian villages to be burned down? Where is the man who has killed more than 70,000 Ambazonians? Where is Mr. Biya? Fellow Ambazonians and citizens of the colonial state, the people of Cameroon don't have a government. It's a set of cartels. At the realm of that cartel, of those cartels, is now Ngongo. Mr. Biya is no longer in charge. Ngongo runs the show. Ngongo is now in charge of Cameroon. Ngongo is being directed, supervised by the French ambassador. The face of the cartel system is Ngongo. Ngongo is the one rallying all the colonial chiefs and colonial funds, parading them, moving them from place to place for the electoral propaganda.
I hope everyone watching and everyone listening go on the net and read the recent article by International Crisis Group. There is a disaster looming in Cameroon. There is a political crisis, a leadership and political crisis looming in Cameroon. If it's not election violence because of the dissatisfaction of Cameroon youth, it will be what happens after the election. Let us be clear. The Cameroon presidential elections have been banned by Ambazonia Governing Council, by all Ambazonian movements, and all Ambazonian forces. It's a consensus decision. There will be no Cameroon colonial presidential elections in Ambazonia. Those who declare the war should end the war and seek for a negotiated settlement. In 2018, their presidential election did not stop the war. They didn't sought for peace. Don't be deceived. Don't be manipulated. It is the same group of cartels that declared the war, launched a genocide on our people, razed down 2,000 villages, and murdered more than 70,000 Ambazonians that are coming back to put you in the same loop of occupation. Your freedom is in your hands. Stop the election. Destroy the system that is destroying you. If there are any ELECAM offices in Ambazonians, those are institutions of occupation, tyranny, and colonialism. The election is a redeclaration of war. ELECAM institutions in Ambazonia are institutions of occupation, colonialism, and institutions of war. Ambazonian forces and Ambazonian liberation movements have given the Ambazonian people firm instructions. No elections in Ambazonia. Whatever happens in Cameroon will not change the nature of the conflict and will not reverse Ambazonia's strategic defeat of Cameroon. Whatever happens to Cameroon, whatever the outcome of the election will be, it will not change the nature of the conflict, what we are fighting for, and our rights for self-determination, freedom, and sovereignty. The people of Cameroon have a responsibility to secure a better future for themselves. But that is their business. It is not our place to tell the people of Cameroon what's good for them and who they should vote for. If there is anything they have learned over the last 42 years, Biya is a mother and a looter. In 42 years, they have no opportunities. Their children are going to 14th, 12th century educational schools. The hospitals in Cameroon are still like hospitals in the 7th
century. The streets of Cameroon are like streets in jungles. There's diseases everywhere, garbage everywhere. The people of Cameroon deserve better. But that's a choice only the people of Cameroon can make for themselves. They should not be deceived that election will bring any change for them. The only hope for the people of Cameroon is for them to rise up and to kick the cartel and the CPDM out. It's for the people of Cameroon to institute a regime change. That's when they can have hope. The only hope for the people of Cameroon is for the opposition leaders to come together, select one single candidate, and to mobilize the people of Cameroon to rally around and vote for that one candidate to replace Mr. Biya. They can do this peacefully, but they should understand what they are up against. The results of the elections have been decided. Atanganji, the colonial minister of territorial administration, who is also in charge of Elekam, and the Constitutional Council that Mr. Biya created in 2018. They will proclaim Mr. Paul Biya, even in his grave, as the winner of October elections. So Cameroon and the people of Cameroon, they should be ready. This is your time to take back your nation and give your people a fair chance on this beautiful planet. For the Amazonian people, these are very testing times. You'll be provoked. You'll be mocked. You'll be inundated with a lot of propaganda, misinformation, and disinformation. The CPDM cartels, the beneficiaries of the occupation, will be flooding your communities with cups of rice, bags of salt, cartons of Cameroon savon or soap, liters of vegetable oil, and bottles of exports. They will flood your communities with these provocations. They've killed your children, murdered your parents, raped your girls, and sent your brothers in jail. They're coming back to provoke you, to tell you have no sense of dignity, to tell you have no conscience, to tell you have no character, to tell you don't know who you are and what's good for you. So they are coming to decide that a cup of salt is what you deserve, that a liter of vegetable oil is what you should take to cast your vote to murderers and those that have created
the painful and horrific conditions under which you live. In the next 2 months, there will be massive provocation to your identity, to your self-esteem, and to who you are as a child of God. What you owe yourself is to chase the murderers away. Whenever you see these murderers in your communities, they will be welcomed by your chiefs and your fawns. The men and women of Ambazonia, the children of Ambazonia, you should band together, rise together, and Nous sommes déjà presque arrivés à la fin de cette édition spéciale, l'une des chaînes sociopolitiques. Alors, bienvenue donc pour la prochaine.